J'ai rendu visite à ma fille après un long moment. Derrière son sourire, j'ai remarqué un léger hématome sur son visage. Que s'est-il passé? Ai-je demandé doucement. Son mari a ri. Oh, elle est juste maladroite. Elle l'a toujours été. En partant, ma fille a discrètement glissé un petit papier dans ma poche. Dans la voiture, je l'ai déplié. Il disait simplement « Aide-moi ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que Margaret Thompson traversait le quartier résidentiel chic de la banlieue de Chicago, ses pensées se tournèrent vers sa fille. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son dernier appel téléphonique avec Emily. Sa fille, qui avait l'habitude d'appeler presque quotidiennement, n'avait plus que de brèves conversations quelques fois par mois. Elle se disait que c'était parce qu'Emily était occupée par son travail, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. « Emily, comment vas-tu » avait demandé Margaret lors de leur appel du mois précédent. La voix de sa fille avait été enjouée, mais il y avait une note de fatigue. « Je vais bien, maman. Le travail a été prenant, mais épanouissant. C'est une bonne nouvelle. Et si on déjeunait ensemble un de ces jours, juste nous deux, comme au bon vieux temps ? Je te rappelle, maman. » Daniel rentre. Ces types de conversations étaient devenus la norme. Sa fille avait épousé Daniel Mitchell 3 ans plus tôt et vivait dans une luxueuse maison de la banlieue de Chicago. Son mari, qui travaillait comme manager dans une société informatique, était riche et déclarait publiquement son amour pour Emily. En apparence, cela semblait être un mariage parfait. Margaret gara sa voiture devant la maison de sa fille. La façade d'un blanc immaculé, avec ses cadres de fenêtres noires et son jardin méticuleusement entretenu, semblait tout droit sorti d'un magazine. Toutes les maisons de ce quartier avaient cette même beauté d'image parfaite. Pourtant, Margaret sentit un nœud d'anxiété se serrer dans sa poitrine. Lorsqu'elle sonna à la porte, celle-ci s'ouvrit après un instant. Dès qu'Emily apparut, Margaret retint son souffle. Sa fille semblait beaucoup plus mince qu'auparavant. Elle portait une robe bleu marine d'apparence coûteuse, ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage était impeccable. Mais cette perfection même semblait anormalement forcée. « Maman, tu m'as tellement manqué. » Emily ouvrit grand les bras pour accueillir sa mère. Sa voix était certes enjouée, mais elle paraissait quelque peu théâtrale. À l'université, sa fille arborait un sourire plus naturel et insouciant. « Quelle jolie maison !» dit Margaret en entrant dans le salon. Au plafond, lustre, canapé en cuir, cheminée, tout était cher et coordonné. C'est Daniel qui a tout choisi. Il a bon goût, n'est-ce pas ? Il y avait de la fierté dans la voix d'Emily, mais elle sonnait aussi quelque peu détachée, comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. « Et ton avis à toi » demanda Margaret. Emily afficha une expression momentanément confuse. « Moi ? Tout me va. Je fais confiance au choix de Daniel. » À ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre depuis la cuisine, et Daniel apparut. Il portait une chemise et un pantalon de ville, un sourire parfait aux lèvres. Il avait des traits bien définis et parlait de manière raffinée. À première vue, il avait l'air d'un mari idéal. « Cela fait un moment. Emily avait très envie de vous voir, » dit Daniel d'une voix chaleureuse. Cependant, au moment où il posa sa main sur l'épaule d'Emily, Margaret ne manqua pas de remarquer que le corps de sa fille se raidit légèrement. Ce ne fut qu'un instant, mais c'était comme si elle s'était raidie par réflexe. « Daniel, merci pour votre travail acharné, » répondit Margaret. « Comment vont les affaires ? » « Très bien, grâce à vous. Je dois travailler encore plus dur pour rendre Emily heureuse, » dit-il en regardant sa femme. Ce regard semblait amoureux, mais il y avait aussi quelque chose de vif, comme une forme de surveillance. Les trois s'assirent dans le salon, poursuivant leur conversation autour d'un thé. Daniel était bavard, parlant en détail de son travail et des affaires locales. Emily hochait la tête et souriait de temps en temps, mais elle parlait rarement d'elle-même. La fille qu'elle connaissait autrefois était loquace et appréciait sincèrement les conversations avec sa mère. Le sentiment de malaise dans la poitrine de Margaret grandissait. Le sourire de sa fille semblait artificiel, son regard fuyant. Elle jetait de temps à autre un coup d'œil vers Daniel, d'une manière qui semblait prudente. Elle était comme une personne complètement différente de la fille brillante et libre d'esprit du passé. Quelque chose se passait dans cette maison en apparence parfaite. Son instinct maternel lui envoyait des signaux d'alarme. « Tu as vu des amis récemment » demanda Margaret en posant sa tasse de thé. Elle ne manqua pas de noter que l'expression d'Emily s'assombrit momentanément. « Oh, tout le monde est si occupé » répondit vaguement Emily, joignant ses mains sur ses genoux.
Et la vie a changé depuis que je suis marié. Et Jessica, ta meilleure amie de l'université? Vous étiez toujours en contact, suggéra doucement Margaret. Jessica Collins avait été l'amie la plus proche d'Emily depuis l'université. Les deux se voyaient chaque semaine et pouvaient parler de tout. Elle a déménagé. Loin. La voix d'Emily devint plus faible. À ce moment, Daniel intervint. Emily maintenant. Elle n'a pas besoin d'amis, n'est-ce pas? Il parlait sur un ton badin, mais il y avait quelque chose de pesant dans ses mots. Emily se contenta de sourire et ne dit rien. Margaret sentit une sonnette d'alarme retentir dans sa poitrine. Dans un mariage sain, il était impensable qu'un conjoint rejette les amitiés. Mais Emily ne contredit pas les paroles de Daniel. C'était comme si elle avait pris l'habitude de ne pas le faire. « Laisse-moi aider pour le dîner », Margaret se leva. « Restons ensemble dans la cuisine, comme au bon vieux temps. » Emily afficha une expression heureuse. « Oui, maman. Cuisinons ensemble pour la première fois depuis longtemps. » La cuisine était équipée des derniers appareils. Plan de travail en marbre, une cuisinière professionnelle en acier inoxydable, un immense réfrigérateur. Pourtant, elle manquait de vie. Elle avait la perfection d'une salle d'exposition, semblant dépourvue de chaleur humaine. Quand Emily commença à couper du chou, Margaret remarqua que les mains de sa fille tremblaient. La main qui tenait le couteau tremblait légèrement, mais de manière indubitable. « Ça va? Tu es fatiguée ?» demanda Margaret avec inquiétude. « Non, ça va. » répondit rapidement Emily, mais sa voix était légèrement tendue. « J'ai juste un peu manqué de sommeil ces derniers temps. » Juste à ce moment, le smartphone d'Emily sur le comptoir sonna, signalant un message. À l'instant où elle vit l'écran, le visage d'Emily devint blême. La couleur quitta complètement son visage. « C'est de qui ?» demanda nonchalamment Margaret. « De Daniel. Il dit qu'il rentre bientôt. » La voix d'Emily tremblait. « Mais il est dans le salon. » « Non, il est retourné au bureau chercher des documents, » expliqua Emily avec frénésie. « Il revient maintenant. » Margaret était confuse. Elle n'avait pas du tout remarqué le départ de Daniel. Mais la panique d'Emily était plus préoccupante. Pourquoi le retour de son mari à la maison provoquait-il une telle anxiété? Les mouvements d'Emily devinrent soudainement précipités. Elle accéléra la découpe des légumes et commença à sortir frénétiquement les assaisonnements. Comme si elle était engagée dans une course contre la montre. « Emily, il n'y a pas besoin de se presser comme ça. Mais je dois finir de préparer avant que Daniel ne rentre. » La sueur perlait sur le front d'Emily. « Il attend un dîner parfait. » « Un dîner parfait ?» Margaret fronça les sourcils. « Un repas fait maison, c'est suffisant s'il est préparé avec amour. » Emily s'arrêta et regarda sa mère. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle semblait vouloir dire. Mais elle détourna rapidement le regard et recommença à couper les légumes. Soudain, la main d'Emily glissa. Une assiette blanche tomba sur le sol, se brisant avec un bruit assourdissant. Des morceaux se dispersèrent dans toutes les directions. « Je suis désolée, je vais nettoyer tout de suite. » Emily fut prise de panique. Sa voix se cassa et son visage pâlit. C'était comme si la fin du monde était arrivée. « Attends, tu vas te blesser. » Margaret essaya d'arrêter sa fille quand le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant résonna dans la maison. « Je suis rentrée. » C'était quoi ce bruit? La voix de Daniel se fit entendre depuis le couloir. Elle avait un ton bas et intimidant. « L'assiette. » La voix d'Emily tremblait. Elle s'agenouilla sur le sol, essayant de ramasser les morceaux à main nue, comme une enfant qui aurait commis une faute. Daniel apparut dans la cuisine. La première chose que ses yeux virent fut les morceaux éparpillés sur le sol et sa femme essayant de les ramasser. Margaret se tendit. Elle observa, le souffle coupé, pour voir comment il réagirait. Cependant, contrairement à ses attentes, Daniel afficha une expression douce. « Ce n'est pas grave, Emily. Ce n'est qu'une assiette. » Il parla d'une voix calme, prit les mains d'Emily et l'aida à se relever. Puis il sortit une balayette et une pelle et commença à nettoyer soigneusement les morceaux. De l'extérieur, il avait l'air d'un mari parfaitement compréhensif. « Je suis désolé, belle maman. Emily semble fatiguée ces derniers temps, » dit Daniel en s'excusant. « Ce doit être le stress du travail. »« Oh non, ne vous inquiétez pas pour ça, » répondit Margaret. Mais le malaise dans son cœur grandissait. La réaction d'Emily avait été bien trop extrême. Pourquoi se mettre dans un tel état pour une seule assiette cassée? Mais ce qui était plus préoccupant, c'était l'expression d'Emily. Malgré les paroles et les gestes aimables de son mari, elle n'était pas soulagée.
Au contraire, elle tremblait légèrement, comme si elle craignait le calme avant la tempête. « Je peux aider à préparer le dîner ?» suggéra Daniel. « Non, c'est bon, » répondit rapidement Émilie. « Ce sera bientôt prêt. »« Je vois. Mais ne te surmène pas. » Daniel embrassa légèrement la joue de sa femme. C'était le geste d'un mari aimant. Mais Margaret ne manqua pas de le remarquer. À cet instant, Émilie se raidit par réflexe. Après que Daniel fut retourné au salon, un lourd silence emplit la cuisine. Émilie continua de cuisiner en silence, mais ses mains tremblaient toujours. « Émilie » appela doucement Margaret. « Est-ce que quelque chose ?»« Il n'y a rien, maman » répondit Émilie sans se retourner. « Vraiment rien ?» Mais le tremblement dans sa voix disait tout le contraire. Quelque chose arrivait à sa fille dans cette maison en apparence parfaite. L'instinct maternel de Margaret se transformait maintenant en certitude. Le dîner se déroula paisiblement en surface. Daniel était bavard, parlant en détail de ses succès professionnels et de sujets locaux. Le poulet rôti et la salade préparée par Émilie étaient délicieux, et la table était parfaitement dressée. Mais pour Margaret, ce repas fut l'un des plus gênants qu'elle ait jamais vécu. Émilie resta silencieuse tout du long. Pendant que son mari parlait, elle souriait et hochait la tête, mais ne prenait que rarement la parole. La fille d'autrefois aurait bavardé avec enthousiasme sur les événements récents et les souvenirs lors d'un repas tant attendu avec sa mère. « La cuisine d'Émilie s'est vraiment améliorée, n'est-ce pas ?» dit fièrement Daniel. Depuis son mariage, elle est devenue une si bonne épouse. « Oui, c'est très délicieux », répondit Margaret en regardant sa fille. Mais Émilie ne croisait pas son regard, comme si elle avait peur de regarder sa mère dans les yeux. « Mon encadrement strict a porté ses fruits », dit Daniel en plaisantant. Mais ces mots glacèrent Margaret. Le choix du mot « encadrement » lui parut inapproprié. Dans une relation conjugale, il n'était pas sain qu'une partie encadre l'autre. Émilie posa sa fourchette et dit « Je vais chercher de l'eau ». En se levant, son mouvement parut précipité. On aurait dit qu'elle voulait échapper à la conversation. Dès que Daniel et Margaret se retrouvèrent seuls, son expression changea légèrement. Son sourire parfait resta inchangé, mais il y avait une froideur dans ses yeux. « Belle maman, si vous avez des inquiétudes au sujet d'Émilie, n'hésitez pas à m'en parler, » dit Daniel à voix basse. « Je connais ma femme mieux que quiconque. » Ces mots semblaient contenir un avertissement implicite, comme s'il disait « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas ». Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au retour d'Émilie, l'expression de Daniel redevint celle du mari parfait. « Vous devez être fatiguée, belle maman. Vous avez probablement une longue journée demain. » En regardant l'horloge, il n'était que 20 heures. D'habitude, Margaret et sa fille passaient beaucoup plus de temps ensemble, mais dans cette atmosphère, il était certainement difficile de rester plus longtemps. « Oui, je devrais probablement rentrer. » Margaret se leva. Alors qu'elle mettait ses chaussures dans l'entrée, la lumière du soir entrant de l'extérieur illumina le visage d'Émilie de profil. À cet instant, Margaret suffoqua. Elle pouvait voir un léger bleu violacé sur la joue gauche de sa fille. Elle avait essayé de le cacher avec du fond de teint, mais la lumière rasante le révélait clairement. De plus, il y avait des changements de couleur anormaux sur son cou. Il ressemblait à des marques laissées par quelqu'un qui l'aurait agrippé ou étranglé. « Émilie, ton visage ?» Margaret tendit la main juste au moment où Daniel s'interposa rapidement. « Oh, ça ?» Daniel sourit. « En fait, elle est tombée dans les escaliers la semaine dernière. Elle est vraiment maladroite, ma femme. »« Dans les escaliers ?» La voix de Margaret tremblait. « C'est ça, maman. Je suis vraiment négligente », acquiesça rapidement Émilie, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. On aurait dit qu'elle récitait des répliques mémorisées. Margaret se souvint de ses connaissances acquises après des années de travail comme bibliothécaire avec des livres de médecine. L'emplacement des bleus était clairement différent de ce qui résulterait d'une chute dans les escaliers. Le bleu sur sa joue ressemblait plus à celui d'une gifle qu'à une chute. Les marques sur son cou ressemblaient étrangement à celles faites lorsque quelqu'un vous saisit ou vous étrangle. « Tu dois faire plus attention », dit Margaret, essayant de garder son sang-froid. Mais son cœur battait la chamade. « Oui, je ferai plus attention la prochaine fois. » Émilie sourit légèrement, mais la peur habitait ses yeux. Tandis que Margaret enfilait son manteau, elle observa attentivement l'état de sa fille. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil vers Daniel, et une tension parcourait tout son corps. Tout était anormal. « Fais attention sur la route, maman. » Émilie serra Margaret dans ses bras.
C'était une étreinte mère-fille attendue depuis longtemps. À cet instant, Margaret sentit quelque chose se glisser dans la poche de son manteau. Quelque chose de très petit, comme un morceau de papier. Le corps d'Emily trembla fortement pendant un instant. Puis, à l'oreille de Margaret, d'une voix si faible qu'elle était presque inaudible, elle murmura « Fais en sorte qu'il ne remarque rien ». Cette voix était remplie de désespoir et de peur. Margaret serra sa fille encore plus fort. Elle ne dit rien, mais essaya de lui faire comprendre qu'elle avait bien reçu le message de sa fille. « Reviens nous voir, maman », dit Emily d'une voix normale. Mais pendant un instant, ses yeux brillèrent d'une lueur de désespoir, comme s'il criait « Aidez-moi, s'il vous plaît ». « Oui, je le ferai », répondit Margaret. Ces mots contenaient une promesse à sa fille. Daniel les observait de derrière, saluant avec un sourire parfait. « Prenez soin de vous. Revenez nous voir bientôt. » Margaret se dirigea vers sa voiture. Sentant le regard de Daniel dans son dos, elle essaya d'agir aussi naturellement que possible. Elle ouvrit la portière, s'assit et démarra le moteur. Daniel et Emily étaient toujours à l'entrée, lui faisant signe. L'image d'un couple parfait. Margaret leur fit un signe en retour et démarra lentement. Elle maintint une vitesse normale jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et que la maison de sa fille soit hors de vue, mais son cœur continuait de battre violemment. Après avoir mis une distance suffisante, Margaret se gara sur le bord de la route. Les mains tremblantes, elle plongea la main dans la poche de son manteau. Ses doigts touchèrent un petit morceau de papier plié. Sous la lumière d'un lampadaire, elle déplia soigneusement le papier. Des mots qui semblaient avoir été écrits à la hâte, d'une main tremblante, apparurent « Aide-moi ». Les mains de Margaret tremblèrent violemment. Elle serra le papier pour qu'il ne s'envole pas. Sa fille bien-aimée, demandait de l'aide. Ce petit mot racontait la situation désespérée d'Emily. L'écriture tremblante, la façon dont le papier était plié, tout exprimait la peur de sa fille. Ce n'était pas quelque chose d'écrit de manière planifiée. C'était probablement écrit à la hâte en allant aux toilettes ou pendant un moment de solitude dans la cuisine, dans une situation où être découverte aurait pu entraîner des conséquences inconnues. Margaret sentit les larmes couler sur ses joues. En même temps, la colère brûlait dans sa poitrine, colère envers l'homme qui faisait du mal à sa fille, et colère contre elle-même de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Dans la voiture, Margaret sortit son téléphone portable. Elle faillit appeler Emily, mais s'arrêta. Daniel était probablement à proximité. Appeler pourrait mettre sa fille encore plus en danger. Au lieu de cela, Margaret prit une profonde inspiration. Elle ne devait pas paniquer. Elle devait agir calmement maintenant. Elle devait agir de manière stratégique pour sauver sa fille. Mais une chose était certaine. Elle ne pouvait plus laisser sa fille seule. Par tous les moyens nécessaires, elle devait la sortir de cette maison, de cet homme. Cette nuit-là, Margaret ne put dormir. Elle regarda encore et encore le mot de sa fille et ne cessa de penser au bleu sur le visage d'Emily. Près de l'aube, elle prit enfin sa décision. Elle allait d'abord consulter la police. Le lendemain matin, Margaret se rendit au poste de police local. Lorsqu'elle expliqua la situation à l'accueil, un jeune officier l'assista. Cependant, sa réponse fut loin de ce qu'elle avait espéré. « Donc, vous croyez que votre fille est victime de violences de la part de son mari ?» confirma l'officier d'un ton purement administratif. « Avez-vous des preuves concrètes ?» Ce mot. Margaret tendit le morceau de papier, les mains tremblantes. « Et j'ai vu des bleus sur le visage de ma fille. » L'officier jeta un coup d'œil au mot et le rendit à Margaret. « Je suis désolé, mais cela seul est insuffisant comme preuve. Les signalements de violences domestiques nécessitent une plainte de la victime elle-même. Où nous aurions besoin de photos claires des blessures, d'un diagnostic médical, etc., mais ma fille a peur. Elle n'est pas en situation de porter plainte elle-même, plaida désespérément Margaret. Je comprends vos sentiments, mais légalement, confirmer la volonté de la victime est la priorité absolue. Si elle est vraiment en danger, persuadez votre fille de nous contacter elle-même. » Les paroles de l'officier étaient logiques, mais elles sonnaient sans espoir pour Margaret. Bloquée par les barrières institutionnelles, elle ne pouvait pas aider sa fille. Cela signifiait que la violence continuerait jusqu'à ce qu'Emily puisse chercher de l'aide elle-même. En quittant le poste de police, Margaret réfléchit à sa prochaine étape. Elle devait rassembler des preuves et comprendre la situation qui isolait Emily. Elle essaierait de contacter les amis de sa fille. Cependant, elle n'avait pas les coordonnées de Jessica Collins, la meilleure amie d'Emily. Margaret consulta son vieux carnet d'adresses, mais les informations de Jessica dataient de l'université et n'étaient probablement plus à jour.
Les coordonnées des autres amis étaient également obsolètes. Elle se souvenait des noms des amis invités au mariage, mais ne savait pas comment les joindre. C'était comme si les liens sociaux d'Emily avaient été intentionnellement coupés. Margaret décida de vérifier les réseaux sociaux. Elle trouva le compte Facebook d'Emily, mais la dernière publication datait de plus d'1 an. Auparavant, elle publiait fréquemment des photos avec des amis et des nouvelles de sa vie, mais après le mariage, les publications avaient progressivement diminué pour finalement cesser complètement. Son compte Instagram était identique. La dernière publication était une photo de son mariage avec Daniel. Après cela, aucune mise à jour. C'était comme si Emily avait disparu d'Internet. Ce n'est pas une coïncidence, Margaret en était certaine. Elle est délibérément isolée. Utilisant les compétences d'enquête qu'elle avait développées au fil de ses années de bibliothécaire, Margaret décida d'aborder le problème sous un angle différent. Elle ferait des recherches sur Daniel Mitchell, son parcours professionnel, ses relations passées. Elle pourrait y trouver des indices. En cherchant sur Internet, elle trouva des informations sur Tech Solutions Chicago, où Daniel travaillait. C'était une société informatique de taille moyenne, et Daniel y travaillait comme chef de projet. Le site web de l'entreprise présentait sa photo et un bref profil. Des recherches plus approfondies révélèrent des informations sur l'emploi précédent de Daniel. Jusqu'à il y a 3 ans, il avait travaillé dans une entreprise appelée Innovative Systems. Margaret rassembla son courage pour appeler cette entreprise. Innovative Systems, répondit une réceptionniste. Excusez-moi, j'aimerais poser une question sur Daniel Mitchell, qui travaillait ici. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas fournir d'informations sur les anciens employés. En fait, il est le mari de ma fille, expliqua Margaret d'un ton troublé. J'ai quelques soucis familiaux. Après un moment de silence, la réceptionniste dit doucement, veuillez patienter, je vous transfère à Mark Johnson, notre manager. Quelques minutes plus tard, la voix d'un homme se fit entendre. Ici Johnson. Je crois comprendre que vous vous renseignez sur Daniel Mitchell. Oui, je suis Margaret Thompson. Je suis la mère de la femme de Daniel. Je vois. La voix de Mark était prudente. Que voudriez-vous savoir? Sur son caractère, si vous savez quoi que ce soit. Je suis un peu inquiète pour ma fille. Au téléphone, elle sentait que Mark hésitait, mais finalement il parla. Daniel Mitchell. Oui, je me souviens de lui. C'était un excellent employé. Techniquement, il était irréprochable. Techniquement? C'est-à-dire que personnellement, il était un peu. Mark semblait choisir ses mots avec soin. Il avait des tendances au contrôle. Il y a eu quelques problèmes dans ses relations avec des collègues féminines. Le cœur de Margaret se mit à battre plus vite. Quel genre de problème? À l'époque, il sortait avec une femme de l'entreprise, Rebecca Stone. Mais il détestait profondément qu'elle parlât d'autres collègues masculins et surveillait son comportement même au travail. Il vérifiait ses emails, son emploi du temps, et limitait même avec qui elle déjeunait. Margaret suffoqua. C'était clairement un comportement anormal. Qu'est-il arrivé à Rebecca? Elle a finalement changé d'emploi. Avant de partir, elle est venue consulter les RH. Elle a dit que le comportement de Daniel était trop contrôlant et qu'elle était épuisée mentalement. La voix de Mark devint lourde. En fait, j'ai parlé avec elle. Daniel gérait complètement le comportement de sa petite amie. Il interdisait le contact avec les amis et limitait les rencontres avec la famille. Dans l'esprit de Margaret, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. C'était exactement la même chose que la situation d'Emily. Couper les liens avec les amis, réduire les contacts avec la famille, l'isolement social. Daniel avait déjà fait la même chose. Pouvez-vous toujours contacter Rebecca? Je suis désolé, mais je n'ai pas ses coordonnées actuelles. Cependant, hésita Mark, si votre fille est dans une situation similaire, je vous recommande de consulter des agences spécialisées. Le schéma comportemental de Daniel est typique d'un partenaire contrôlant. Après avoir raccroché, Margaret ne pouvait s'arrêter de trembler. Elle comprenait maintenant la gravité de la situation de sa fille. Ce n'était pas de la violence isolée. C'était un contrôle et un abus planifié et continu. Encore plus effrayant, Daniel avait répété le même schéma auparavant. Et si Rebecca avait pu s'échapper en changeant de travail, Emily était liée par les contraintes légales du mariage. S'échapper serait bien plus difficile. Margaret chercha le numéro de téléphone d'un centre de soutien pour les victimes de violences domestiques. Elle avait besoin de conseils professionnels.
Lorsqu'elle appela, une conseillère expérimentée l'assista. D'après ce que vous avez décrit, votre fille est sans aucun doute victime de violences domestiques, déclara fermement la conseillère. Isolement, surveillance, violence physique. C'est un schéma typique, et le fait que l'agresseur ait montré un comportement similaire auparavant indique qu'il s'agit d'un problème de personnalité. Comment puis-je aider ma fille? D'abord, il est important que la victime reconnaisse sa situation et ait la volonté de chercher de l'aide. Cependant, cela peut prendre du temps. Les victimes ressentent de la peur envers l'agresseur tout en ayant une relation de dépendance. Mais ma fille demande de l'aide avec un mot. C'est un bon signe. Cependant, il peut encore y avoir des barrières psychologiques avant de passer à l'action. Ce qui est important, c'est que vous continuiez à la soutenir sans abandonner. La conseillère lui donna des conseils spécifiques, méthodes de contact sécurisées, informations sur les refuges, procédures légales, et surtout, elle insista sur l'importance de ne pas blâmer la victime et de ne pas la brusquer. Après avoir raccroché, Margaret raffermit sa résolution. Peu importe le temps que cela prendrait, elle sauverait sa fille. Pour cela, elle avait besoin d'alliés de confiance. Margaret contacta Robert Kemp, un ami de longue date et ancien officier de police. Robert avait une vaste expérience dans le traitement des affaires de violence domestique et continuait à soutenir bénévolement les victimes après sa retraite. Margaret, cette situation est clairement de la violence domestique, affirma fermement Robert au téléphone. Vous ne pouvez pas laisser votre fille seule. Vous devriez retourner à la maison bientôt. Je viendrai avec vous cette fois. Mais Daniel ne se méfiera-t-il pas? Ce n'est pas grave. La présence d'un tiers pourrait en fait refréner son comportement, et cela fera savoir à votre fille qu'un soutien extérieur existe. Margaret sentit l'espoir renaître. Elle n'était pas seule. Elle avait des alliés de confiance pour l'aider à sauver sa fille. Demain, elle retournerait chez Emily. Cette fois, pour la secourir véritablement. Le lendemain matin, Margaret retourna chez Emily, accompagnée de Robert. Ils avaient choisi un moment où Daniel serait au travail. L'expérience de Robert en tant que policier et son jugement calme rassuraient Margaret. Emily ouvrit la porte avec une expression surprise. Elle semblait encore plus mince que la veille, avec des cernes sous les yeux. « Maman, pourquoi si tôt ?»« Emily, nous devons parler. Une conversation importante. » Margaret prit les mains de sa fille. « Voici Robert Kemp. C'est un vieil ami à moi, et quelqu'un qui peut t'aider. » Robert la salua avec une expression douce. « Emily, votre mère m'a parlé de votre situation. Vous n'êtes pas seule. » La confusion traversa les yeux d'Emily. « De quoi parlez-vous ? » « Je n'ai pas. »« Du mot, dit doucement Margaret. Le mot où tu as écrit aide-moi. » À cet instant, le masque d'Emily se brisa. Les larmes débordèrent et tout son corps se mit à trembler. « Maman, c'est fini maintenant. Viens avec nous. Tout de suite. » Margaret serra sa fille dans ses bras. « Maman va te protéger. » Mais quand Daniel rentrera? La voix d'Emily tremblait de peur. Quand il se mettra en colère? Je ne sais pas ce qu'il fera. La dernière fois, quand j'ai essayé de contacter des amis, tu n'as plus à t'inquiéter de ça, dit doucement Robert. Nous allons t'emmener dans un endroit sûr. Prends juste ce dont tu as besoin et partons immédiatement. Emily hésita, mais finit par hocher légèrement la tête. 3 années de peur et d'isolement étaient sur le point de prendre fin. Ils firent rapidement un minimum de bagages et les 3 quittèrent la maison. Dans la voiture, Emily commença à dire la vérité pour la première fois. Il était gentil au début, mais après notre mariage, il a changé progressivement. Il a restreint mes contacts avec mes amis et réduit les rencontres avec ma famille. Le temps que je m'en rende compte, je ne pouvais plus demander d'aide à personne. Margaret et Robert emmenèrent Emily dans un centre d'accueil pour femmes. Là, pour la première fois, sa fille put tout raconter dans un environnement sûr. Cela avait commencé par des intimidations verbales et avait progressivement escaladé vers la violence physique, la surveillance du téléphone, les restrictions de sortie, le contrôle économique. Tous les schémas typiques de la violence domestique étaient présents. Hier, ce moment où j'ai pu te voir, maman, c'était ma seule chance, raconta Emily en larmes. Si tu n'avais pas remarqué, je serais peut-être restée dans cet enfer pour toujours. La conseillère du refuge aida Emily à entamer des poursuites judiciaires. Avec le témoignage de Robert et les informations que Margaret avait recueillies, la police procéda à l'arrestation de Daniel. Ces schémas de comportement passés au travail devinrent également des preuves importantes. 6 mois plus tard, Emily se rétablissait progressivement.
Elle suivit une thérapie professionnelle, commença une nouvelle vie dans un petit appartement, retrouva des amis avec qui elle avait perdu le contact et trouva un travail dans le graphisme. Plus important encore, elle avait retrouvé son sourire authentique. « Maman, merci », dit Émilie à sa mère lors d'un dîner un jour. « Si tu n'avais pas remarqué, je pense que je serais toujours dans cette cage. Nous sommes une famille. » « C'est tout à fait naturel, » sourit Margaret. « Mais c'est toi qui as été la plus courageuse, parce que tu m'as donné ce mot. » Daniel fut reconnu coupable et suivit des programmes de réhabilitation en prison. Au cours de l'enquête, il fut révélé qu'il avait lui-même grandi en étant témoin de violences domestiques dans son enfance. Pour briser le cycle de la violence, le traitement des agresseurs était également nécessaire. Margaret réfléchit. Ce petit mot, ces deux mots « aide-moi » avaient changé la vie de deux personnes. Parfois, les messages les plus importants arrivent sous les plus petites formes. Et elle réalisa que les liens familiaux signifient avoir le courage de remarquer les petits signaux de détresse de ses proches et de tendre la main, malgré toutes les difficultés.